Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre encore une fois. Aujourd'hui, je suis ici avec Nassirou et on va parler d'un sujet qui est directement lié à sa thèse de maîtrise. Et ce sujet est un sujet qui est très important puis très intéressant. Et le sujet plutôt, c'est le microcrédit. Le microcrédit, au début, quand on a commencé avec le microcrédit, on disait que c'était un succès majeur. On parlait énormément des bénéfices du microcrédit. Et maintenant, avec le temps, peut-être les derniers 10 ans, on peut dire, on a plus ou moins réalisé des problèmes avec le microcrédit. Il faut aussi faire attention, on ne parle pas du microfinance. Évidemment, on a commencé avec le microcrédit en premier, puis on a réalisé que les gens avaient besoin d'assistance, entre guillemets, pour savoir comment utiliser le microcrédit, puis là, on a développé le microfinance qui était comme des stratégies ou des outils en général pour encadrer le processus de microcrédit. Donc, on ne parle pas du microfinance qui est plus large que le microcrédit, mais on parle des microcrédit. Puis, définition de microcrédit, Nassirou? Bon, merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Donc, pour une définition du microcrédit, ça serait très compliqué de donner une définition exacte, déjà même que le microcrédit est beaucoup plus divers. Mais en général, pour le comprendre, il faut partir de la microfinance. Parce que le microcrédit, c'est un service financier offert par la microfinance. Donc, et la microfinance, c'est l'octroi des services financiers et non financiers à des personnes dans l'objectif de mener des activités génératrices de revenus. Puisque à ce niveau aussi, il y a un problème qui dit que c'est à des personnes pauvres exclues du système financier traditionnel. Mais par la suite, on se rend compte qu'il y a des gens qui bénéficient du crédit dans les systèmes bancaires, mais aussi qui prennent du crédit financier. Donc, dit que ce sont des pauvres exclus du système financier traditionnel, il y a des limites à ce niveau. Donc le microcrédit, c'est les petits crédits comme son nom l'indique, mais ça aussi il y a un problème. À partir de quel moment on peut dire que le crédit est petit et quel moment le crédit est grand? Donc à ce niveau, il y a des discussions aussi. D'autres disent que moins de $1,000, c'est du petit crédit. D'autres disent aussi moins de 3,000. Et encore d'autres disent que pour d'un crédit plus petit que 30% du produit national brut par habitant, c'est considéré comme un petit crédit. Mais pour le Burkina Faso, ce que nous avons observé que le minimum de ceux qui prennent le microcrédit, le minimum du montant, c'est $9. Le maximum, c'est autour de $15,000. Et en moyenne, c'est autour de $1,600. Donc, une définition du microcrédit est beaucoup plus diverse. Ça dépend de quelle localité, quelle institution de microfinance et encore quelle personne qui le contacte. Ouais. Puis, il y a aussi la question du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, normalement, on a commencé au début au moins. On a commencé avec des taux d'intérêt qui étaient plus abordables parce que c'était très difficile d'aller chercher des prêts des banques en général, surtout pour les gens qui n'avaient pas autant de capacité. Et donc, on a parlé des taux d'intérêt qui n'étaient pas si élevés au début. Donc, on a commencé vraiment à vouloir aider certaines populations, mais par la suite, on a vu aussi que c'est devenu une industrie quand même et que le taux d'intérêt ne cessait pas d'augmenter quand même. Puis, ce n'est pas autant abordable que ce l'était auparavant. Et donc, ça nous amène plutôt peut-être on peut dire au postulat ou à l'idée de comment qu'on a commencé. Tu as soulevé certains points en disant que on voyait ces gens pauvres comme des gens qui étaient exclus du marché. Et cette exclusion était néfaste parce que ça veut dire que si on est exclu du marché, on n'est pas capable de vraiment avoir les bénéfices du marché. Puis les bénéfices du marché sont directement liés à la baisse de la pauvreté dans cette façon de voir les choses. Et donc cette exclusion a amené à une espèce de stagnation dans la vie de quelqu'un, la vie économique de quelqu'un. Et dans ce cas-là, cette stagnation, surtout par rapport au marché, a amené à une espèce de marginalisation de ces gens-là dans la société. Et donc, on avait vu ou on pensait que le microcrédit, c'était une façon de les inclure dans
de un, le marché, mais de deux aussi dans la société. Donc, on trouvait des solutions du marché, des solutions, une approche plus néolibérale pour aider les gens à améliorer leur statut économique et à améliorer leur statut social. Et donc, c'était une façon vraiment baisser la pauvreté, mais de aussi améliorer la situation sociale des gens. Mais dans tout cela, quels sont les... On a postulé tout cela, on a postulé ces 3 points majeurs, mais vraiment, sont quoi les présomptions? C'est quoi qu'on assume, on présume par rapport au microcrédit comme solution? Le microcrédit ou la microfinance, parce que dans la littérature, le mot microcrédit et microfinance est souvent utilisé de façon interchangeable, mais ils sont vraiment différents. C'est que pour comprendre les postulats ou encore les présomptions liées au microcrédit ou la microfinance, il faut partir de l'apparition. C'était dans quel contexte le microcrédit est apparu? Alors, le microcrédit est apparu dans le contexte du consensus de Washington, la libéralisation du marché et le retrait de l'État dans l'économie, et aussi les programmes d'ajustement structurel. Et en ce moment, la microfinance avait un double objectif. C'était de permettre la mise en œuvre des politiques néolibérales et en retour, parce que les programmes d'ajustement structurel étaient déjà en période de mise en œuvre et ça suscitait des débats. Et au sein de la population, il y avait la hausse des coûts des services sociaux. Donc, il y avait des discussions en bas. Donc, ça a permis dans le discours politique de faire passer cette politique et dire que ce sont des mesures permettant à la population de lisser sa consommation, de consommer. Donc, pour amener à la population d'accepter les politiques néolibérales. Et puis, ces politiques néolibérales étaient aussi des politiques qui amenaient à la minimisation des gouvernements, à la minimisation des services sociaux en général. Et donc, cette vide était remplie par l'idée de s'émanciper en dedans du marché. Exactement, puisque pour cette politique, on dit que l'État n'est pas meilleur que le marché. Donc, le marché est le meilleur moyen d'allocation des ressources. Donc, il faut laisser le marché s'auto-réguler, fonctionner normalement, et chacun a le droit de rentrer dans le marché et de ressortir dans le marché, et que l'information n'est pas coûteuse, ce qui n'est pas le cas. Donc, cette mesure a permis de faire passer les politiques néolibérales, et en ce moment, on se pose des questions sur ce que ça a donné et quels sont les impacts, quels sont les effets, puisqu'il a été promu comme une solution de lutter contre la pauvreté, une solution pour favoriser l'inclusion économique et sociale, comme tu l'avais dit, une solution pour favoriser la croissance économique locale. Donc, surtout le point le plus important dans la microfinance, c'est l'autonomisation des femmes. Donc, tout ça, la microfinance, à travers le microcrédit, c'était devenu comme une mesure pour tous les problèmes. Oui. Alors, les questions maintenant se posent. Est-ce que cette mesure tant divulguée, promue, est-ce que ça réellement ça résolu le problème? Et puis, il y a aussi, si je peux ajouter aussi certains aspects qui sont aussi importants liés à la question du néolibéralisme et liés à la question de la suprématie du marché, si on peut le référer de cette manière-là, c'est qu'à chaque fois qu'on amène le microcrédit, parce qu'on présume finalement que il y a un marché. Et le marché est assez large pour être capable d'inclure tous ces gens-là, parce que souvent, c'est pas juste 2, 3, 4, 5 personnes, c'est beaucoup plus que ça, surtout maintenant que c'est rendu une industrie. Donc, le marché est assez large, il y a assez de liquidité dans le marché, les gens ont assez d'argent pour aller acheter ces produits qui sont développés ou bien les services qui sont amenés à travers ces business qui ont reçu les microcrédits. Par exemple, si on veut regarder côté business, côté affaires, le marché est assez dynamique.
Le marché n'est pas pris ou contrôlé par autres produits, surtout les produits qui viennent d'ailleurs, par exemple, ou les autres produits qui ont beaucoup plus de pouvoir sur le marché, une espèce de monopolie sur le marché. Et comme tu as dit, plutôt un marché qui est beaucoup plus démocratique et inclusif. Et donc, si on prend ce que tu as dit par rapport à l'idée néolibérale et la minimisation du gouvernement et des institutions étatiques, il y a aussi la présomption que le marché existe, que le marché est assez large pour absorber toutes ces demandes. Il y a assez de liquidité dans le marché, donc tous ces business qui se développent, il y a des gens qui ont de l'argent pour dépenser et donc il y a un niveau de succès dedans. Le marché est assez dynamique et ce n'est pas contrôlé par des autres entités qui sont là ou des autres produits. Donc, il n'y a pas une espèce de monopolie ou d'envahissement par les produits qui viennent de l'extérieur, par exemple, et les autres acteurs. Et donc, comme tu as dit aussi, démocratique et inclusive. Et dans ce cas-là, on a réalisé que la réalité, comme tu as mentionné, n'est pas nécessairement reflété proprement dans les théories ou dans cette analyse. Et donc, il y avait des conséquences, comme tu as mentionné déjà, assez négatives pour certains groupes. Mais avant de rentrer dans tout cela, il faut aussi reconnaître, je pense, un aspect qui est très important, que même dans les pays où les marchés fonctionnent proprement, entre guillemets, ils sont assez dynamiques, où il y a assez de liquidité, où il y a et les marchés sont assez larges. L'entrepreneuriat est très difficile, même avec l'appui du gouvernement, avec l'argent que le gouvernement peut te donner gratuitement. Il y a très peu qui réussissent avec l'entrepreneuriat. C'est énormément difficile. Et donc déjà, même dans les circonstances assez positives pour l'entrepreneuriat, il y a très peu de garanties. Et le niveau de succès n'est pas si élevé. Et de plus, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. C'est pas tout le monde qui est capable de commencer un business. C'est pas tout le monde qui va réussir avec cet argent. Et de dire que si tu es exclu du marché, juste rentre dans le marché, il y a la présomption aussi que tu es capable. Tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires, une personne d'affaires qui est capable de savoir comment réussir avec un business et qu'il y a un taux de succès qui est assez important, tandis que la réalité nous dit autrement. Ouais, exactement. C'est l'idée néolibérale qui est derrière le microcrédit, puisque pour eux, toute personne ou particulièrement les pauvres, ce sont des potentiels entrepreneurs. Donc, et pour lutter contre la pauvreté, l'inclusion ou l'autonomisation, la condition, c'est la production. Et pour produire, il faut un capital. Et comme les pauvres n'ont pas de capital, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner du capital. C'est ça l'octroi du microcrédit. Tout en oubliant que la pauvreté, elle n'est pas que monétaire, ça c'est un. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Donc, il y a des biais dans cette conception qui fait que logiquement, les résultats ne peuvent pas être ce qui a été promu. Ouais. Voilà. Et il y a aussi, en dedans, surtout comme j'ai mentionné tantôt que c'est devenu une industrie, il y a aussi l'exploitation qui arrive maintenant. On prend avantage de la vulnérabilité de ces groupes-là pour leur donner des microcrédits juste parce que ça fait partie du business par ces entités qui offrent le microcrédit. Et donc, il y a une espèce d'exploitation de cette vulnérabilité, de cette situation assez difficile de ces gens-là pour ensuite leur dire, voici comment que vous pouvez vous émanciper. Donc, on prend des aspects, comme tu as mentionné, on prend des aspects sociaux et on les on rentre dans une espèce de transformation financière ou dans transformation de de les faire rentrer dans le marché, puis traiter ces aspects sociaux comme des aspects de marché. Et ensuite, les présenter comme des aspects de marché et les présenter comme des droits pour chaque personne et présumer que ça va être un succès pour plusieurs groupes, si pas tout le monde qui les reçoit. Et ça c'est vraiment, vraiment problématique parce que parmi les conséquences, si tu vas en parler, mais parmi les conséquences, on a eu des suicides
où les gens n'étaient pas capables de repayer les prêts. On a eu des cycles d'endettement. On a eu de l'abus par rapport, surtout, tu as mentionné les femmes, et les femmes, on a eu aussi des cas où les femmes étaient beaucoup plus abusées par leur partenaire, étant donné ces prêts-là, parce que eux, ils voulaient prendre contrôle de ces prêts. Et des fois, ils quittaient les femmes, puis les femmes sont devenues responsables pour ces prêts et non pas les hommes. Puis on voit des conséquences assez négatives pour des femmes. Il y a des aspects positifs aussi, mais en général, surtout les femmes célibataires ou les femmes qui sont responsables pour une famille, c'est très difficile pour elles. On a eu des situations où il y avait tellement de succès au début. Et quand les gens voyaient ce succès-là, les autres qui ne recevaient pas des microcrédits étaient allés chercher des microcrédits. Donc, on avait une espèce d'augmentation dans le succès. Puis, il y avait une espèce de stagnation parce que le plus de gens qui sont rentrés dans le marché, surtout que la liquidité était assez limitée dans plusieurs de ces places-là, le marché était assez limité, c'était pas si dynamique. Il y avait une espèce de stagnation. Et de penser que si tu donnes plus, ça va aller mieux parce que tu vas améliorer ton business. Le fait que c'est pas tout le monde qui est bon dans le business non plus a amené à une espèce de baisse de revenus qui a amené à des cycles d'endettement qui veut dire que je ne touche pas assez pour payer mes dettes, donc je vais aller m'endetter pour aller payer l'autre dette. Puis ensuite, ça devient une espèce de cycle qui est très difficile de repayer. Et il y a d'autres conséquences négatives aussi. Parmi ça sont les crises sociales, la compétition avec les autres. Des fois, on parle beaucoup de cette approche inclusive démocratique, mais ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de tensions en dedans des communautés parce que les microcrédits sont donnés à des groupes. S'il y a quelqu'un qui faillit, c'est le groupe qui souffrent les conséquences. Et donc, en dedans des groupes, au lieu de voir vraiment des mouvements de s'entraide, on commence à voir vraiment de l'agressivité qui monte en dedans des groupes-là parce que ça va être difficile pour tout le monde. Mais pour toi, dans le cas de Burkina Faso, qu'est-ce que tu as trouvé comme résultat par rapport au microcrédit et la relation avec la pauvreté? Parce que toi, tu as regardé la pauvreté multidimensionnelle. Exactement. Déjà, avant d'arriver dans le cas du Burkina Faso, le cas du Burkina Faso n'est pas un cas à part entière. C'est en général comme dans les autres cas. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que, premièrement, c'est qu'il n'y avait pas assez d'études qui évaluaient l'impact du microcrédit sur la pauvreté multidimensionnelle. Mais c'est quoi la pauvreté multidimensionnelle? D'accord. La pauvreté multidimensionnelle, comme son nom l'indique, c'est déjà, il y a une définition pluripolysémique, c'est une définition, on n'a pas une définition exacte de la pauvreté multidimensionnelle en tant que telle, mais sous plusieurs approches, la pauvreté monétaire est définie comme manque de ressources financières. Maintenant, la pauvreté multidimensionnelle, beaucoup le définissent comme l'analyse de la pauvreté en plus de la pauvreté monétaire. Si vous ajoutez une autre dimension en plus de la pauvreté monétaire, c'est une analyse multidimensionnelle. Ou encore, ne pas focaliser l'analyse multidimensionnelle de la pauvreté uniquement par le revenu. Il y a d'autres dimensions de la vie qui sont plus importantes, qui prennent en compte les conditions de la vie. Donc, un exemple, c'était l'indice de développement humain, qui est un indice multidimensionnel. Mais ça aussi, ça présente ses limites, puisqu'ils utilisent des revenus par habitant qui sont en moyenne générale et non pas la particularité de chaque individu. Donc, il y a une homogénéisation du revenu alors qu'il n'est pas le cas. Ce sont des indicateurs qui sont au niveau général et non pas individuel. Donc, de la pauvreté multidimensionnelle au Burkina Faso, c'est l'analyse avec plusieurs dimensions, le revenu, la santé, l'éducation, le cadre de vie, le logement, l'accès à l'Internet, l'accès à l'eau potable, l'accès à un cadre de vie décent. C'est toute cette analyse que nous, on a essayé de construire un indicateur que j'appelle
un indicateur de pauvreté multidimensionnel parce que j'ai pris plusieurs dimensions, inclus le revenu pour l'analyser. Donc, je reviens au niveau de ce qu'il y a au Burkina Faso parce que nous avons trouvé, avec l'analyse de nos données, que la population utilise le microcrédit. Après les banques, ce sont les microcrédits qui sont plus octroyés. Donc, mais il y a les tontines, il y a les ONG, les coopératives qui sont toujours là. Mais nous avons trouvé aussi que le microcrédit tel que est promu ou encore divulgué, c'était beaucoup plus adressé aux femmes en milieu rural. Ce que nous avons trouvé, c'est que le microcrédit est beaucoup plus contracté par des hommes en milieu urbain. Donc, c'est ça aussi la particularité. Et ces personnes utilisent le microcrédit beaucoup plus dans les investissements des activités économiques. Parce que nous avons trouvé que beaucoup plus utilisent le microcrédit pour financer des affaires déjà existantes, pour financer des affaires, pour créer de nouvelles affaires, mais aussi pour acquérir des terrains pour construire. Mais très peu utilisent le microcrédit pour la consommation. Très peu utilisent le microcrédit pour les achats des actifs du ménage. Et très peu aussi utilisent le microcrédit pour la santé, voire l'éducation. Donc, pour les principales dépenses faites du microcrédit, c'est beaucoup plus sur le financement des activités économiques qui sont beaucoup plus présentes. Mais dans les autres côtés aussi, il y en a, mais c'est que la présence n'est pas aussi importante que dans le financement des activités économiques. Et bien avant que je mène ma recherche, il y avait déjà une étude qui venait juste de publier en 2024 qui montrait que le microcrédit contribue à la réduction de la pauvreté multidimensionnelle. D'accord. Mais dans son analyse, il a utilisé des méthodes et il a utilisé un indicateur qui ne prenait pas en compte le revenu. Parce que moi, je pense que le revenu est très important parce que avec le revenu qu'on peut payer les frais de scolarité d'un enfant, on peut consommer, on peut acquérir des biens, on peut se soigner. Donc, je pense et on peut éviter le cycle d'endettement. Parce que le revenu, c'est le centre. Pour le Burkina Faso, ce que j'ai retrouvé, c'est que beaucoup plus utilisent le microcrédit dans le financement des activités économiques que dans la consommation, dans le achat des actifs du ménage, dans le financement de l'éducation des enfants, et encore beaucoup plus utilisent le microcrédit dans les achats des terrains ou la construction. C'est ça aussi la particularité du microcrédit que j'ai retrouvé. Maintenant, pour son impact au Burkina Faso, déjà en général, pour l'impact du microcrédit, il y a des impacts, il y a d'autres qui montrent des impacts qui sont positifs dans certains domaines, et il y a d'autres qui montrent des impacts qui sont négatifs, et il y a d'autres qui ne trouvent aucun impact. Parmi ceux qui trouvent des impacts qui sont positifs, il y a d'autres qui disent que le microcrédit permet à la population de consommer, permet de mener des activités génératrices de revenus, donc qui améliorent leur niveau de vie. Et ceux qui trouvent que le microcrédit, au lieu d'améliorer les conditions de vie, dégrade même les conditions de vie et augmente la pauvreté multidimensionnelle, ils disent que le problème, c'est l'endettement. Et voire même le surendettement et le cycle d'endettement. Parce que le cycle d'endettement ou le défaut de remboursement dans certaines sociétés est considéré comme une source de déshonneur, de discrédit et de perte de dignité. Et exclusion sociale. Donc, qu'est-ce que ces personnes font? Ces personnes font tous les moyens possibles pour rembourser. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont amenés souvent à déscolariser leurs enfants, à réduire leur consommation, à vendre les actifs de leur ménage, les biens de leur ménage pour pouvoir rembourser les prêts. Et ça dégrade les conditions de vie. Et qu'est-ce qui est derrière l'endettement? Parce que c'est l'utilisation du crédit. Lorsque le crédit est utilisé uniquement pour la consommation, il y a une forte chance que le surendettement ou le cycle d'endettement s'installe, puisque arrivé à l'échéance, ces personnes ne sont pas en mesure de rembourser le crédit. Ils vont aller contracter ailleurs pour venir rembourser.
Parce qu'ils n'ont pas tourné cet argent en d'autres argent, en revenus pour repayer. Exactement. Ils les ont utilisés uniquement dans la consommation. Et la consommation n'est pas une production. Donc, il y a d'autres aussi, par une mauvaise gestion, ils investissent dans des projets qui n'arrivent pas à leur donner un profit plus que le taux d'intérêt qui leur a été imposé. Donc, le taux d'intérêt aussi cause un problème. Donc, ils mènent des activités génératrices de revenus, mais ils ne sont pas capables de rembourser le prêt. Et il y a aussi des études qui montrent que les chocs exogènes qui montrent que le microcrédit, souvent les bénéficiaires prennent, mais il y a des chocs qui interviennent, comme des accidents de santé, donc qui fait que ces personnes mettent le microcrédit dans ses dépenses et par la suite, ils n'ont pas d'autres ressources pour les rembourser. Surtout les gens qui sont vraiment pauvres, qui n'ont pas d'argent pour ces chocs-là. Et donc, au moment qu'il y a des chocs, ça les amène en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, ils ont besoin de cet argent. Donc, ça les rend encore beaucoup plus vulnérables. Et il y a aussi dans des situations où il y a des conflits, ils peuvent prendre le microcrédit et lorsqu'il y a un déplacement de la population, ils abandonnent toutes leurs activités génératrices de revenus. Donc, ça crée un problème de remboursement. Donc, c'est dans ces conditions que le surendettement aussi s'installe. Mais l'impact proprement dit au Burkina Faso, étant donné que ceux qui utilisent le microcrédit, beaucoup plus utilisent le microcrédit dans le financement des activités, dans les activités productives, nous avons trouvé que l'impact est positif. Le microcrédit contribue à réduire la pauvreté multidimensionnelle, mais l'impact n'est pas aussi important que cela. L'effet est faible. Et notre étude est beaucoup plus basée sur le montant du microcrédit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de diviser le microcrédit puisque le minimum c'était $9, quelqu'un qui prend $9, et le maximum c'était autour de $15,000. Donc, c'est compliqué de les mettre ensemble pour une analyse. Donc, j'ai essayé de les diviser en très petits, moyens et puis élevés. Et avec l'analyse de cela, je trouve que pour toutes les formes de catégorisation que j'ai fait, ça contribue à réduire la pauvreté multidimensionnelle. Mais celui qui contribue le plus, c'est le microcrédit le plus élevé. Et le problème aussi, dans l'analyse descriptive, je trouve que ceux qui prennent le microcrédit de montant très élevé, c'est ceux qui ont un indicateur de pauvreté multidimensionnelle très faible. Ça veut dire qu'ils vivent bien. Donc, dire que le microcrédit contribue à lutter contre la pauvreté multidimensionnelle, c'est à relativiser parce que pour nous, moi, mon analyse, je ne me suis pas basé sur l'indicateur de pauvreté multidimensionnelle. Ça, c'est une limite parce que je sais que l'indicateur de pauvreté multidimensionnelle est hétérogène. Ils ne sont pas homogènes. Les gens ne sont pas au même niveau de vie. Donc, analyser le microcrédit en prenant en général les individus sans tenir compte de leur niveau de pauvreté, parce que le microcrédit évolue dans des conditions, dans des contextes très différents. Et il y a aussi des limites, parce que je ne peux pas dire que dans cette région, parce qu'il y a des zones économiques, puisque le microcrédit, son objectif, c'est de pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Et une personne qui prend le microcrédit dans une zone moins économiquement stable par rapport à une autre zone, l'impact ne sera pas le même. Donc, il y a des limites à cette étude, mais en général, pour le montant du microcrédit, nous avons trouvé que lorsque le montant quitte de très faible à plus élevé, l'impact aussi augmente. Mais nous observons encore que donner le microcrédit à une personne qui a un indicateur de pauvreté multidimensionnelle très élevé, qui veut dire qui vit moins bien, on lui donne un montant de microcrédit très élevé,
ça peut créer le surendettement. Et si on peut juste terminer avec ce point-là en disant que le microcrédit existait depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des bénéfices, il faut juste savoir comment les utiliser pour éviter les conséquences négatives. Et donc, c'est un sujet qui est très complexe. Merci de nous écouter sur ce point-là. Puis il y a plus de recherches qu'il faut faire là-dessus, mais de réaliser qu'il y a des bénéfices sous certaines conditions, dans certaines circonstances, et que vraiment les postulats ne sont pas si viables tout partout, puis ne fonctionnent pas tout partout non plus. Puis qu'il faut faire attention. Puis c'est un outil parmi plusieurs, comme tu as dit, Nassirou. Merci de nous rejoindre. Laissez-nous savoir votre opinion là-dessus. Et on espère vous voir bientôt. Merci. Merci.